Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 6 de Carrément, avec comme chaque mois un programme méga tough excellent. Des religions, du football, des mystères et de la médecine. Et on commence comme d'hab avec un portrait made in Grand Est. Je m'appelle Noémie Alabert, j'ai 29 ans. Je suis actuellement chargée de projet dans une agence de communication sur Troyes. Je pratique la force athlétique en haut niveau et je suis championne d'Europe de force athlétique depuis le mois de novembre. La force athlétique, c'est l'enchaînement de 3 mouvements qui sont le squat, le développé couché et le soulevé de terre. Je suis arrivée dans la force athlétique grâce à mon copain qui faisait un petit peu de musculation et je suis arrivée dans une salle où le patron de la salle en fait c'était un entraîneur de l'équipe de France junior, donc il a tout de suite décelé mes capacités. C'est venu comme ça, on se prend en jeu et puis lors des séances on a envie d'augmenter ses capacités, de voir ses max et petit à petit je me suis mise à la compétition. J'avais dit ok, je m'entraîne dans mon coin mais je veux pas faire de compétition, je suis pas une fille sportive à la base. J'avais peur du regard des gens et au final ce qui s'est passé c'est que je voyais que j'avais un bon niveau et que je pouvais aller chercher l'international, donc c'est comme ça que je me suis mise petit à petit à la compétition, mais à la base je voulais pas du tout faire de compétition. Je suis en moins de 47 kg. Je soulève 130 kg au squat, 75 kg au développé couché et 165,5 kg au soulevé de terre, ce qui représente à peu près pour le soulevé de terre un peu plus de 3 fois son poids de corps. On passe de débutant à sportif de haut niveau en s'entraînant régulièrement, en ayant envie de faire son sport. Et je pense qu'après ça vient naturellement. J'ai vraiment un rythme de vie maintenant qui est tourné autour de ce sport. Je m'entraîne 5 à 6 fois par semaine, minimum 3 heures par jour. Donc moi, ce que je me dis dans ma tête, c'est que c'est un travail. Donc pour moi, c'est obligatoire, je m'entraîne le soir. C'est de 18h à 21h minimum. Pour moi, c'est une obligation, je ne peux pas louper, que je sois fatiguée, que je n'ai pas envie d'aller m'entraîner, j'y vais. Il y a aussi une diète à suivre, donc forcément, des fois, on ne peut pas aller au repas de famille, des fois, on doit se coucher un petit peu plus tôt, on ne peut pas aller faire la fête, on ne peut pas aller boire des verres avec ses amis, donc il y a vraiment un rythme de vie différent qui est à prendre en compte, c'est un sport de haut niveau. Je suis née mal formée, j'ai eu une jambe plus grande que l'autre de 5 cm. Derrière, du coup, ça a créé des décalages. J'ai une vertèbre en moins, j'ai une côte en moins. Je me suis fait agrandir la jambe à l'âge de 14 ans. Ça crée forcément des problèmes au niveau de certains mouvements. Mais je pense que ça m'a surtout servi au niveau du mental. C'est un sport principalement d'hommes. Donc forcément, il y a toujours un regard extérieur où les hommes sont plus forts que les femmes, mais pas du tout. Les femmes sont aussi fortes que les hommes, voire plus dans certains cas. On travaille tous les muscles, donc ça permet de rester en forme et sans être trop musclée, vu que je pense que j'en suis la preuve, je ne suis pas super musclée et je reste féminine avant tout. Une fille qui veut le faire, qui n'ose pas le faire, je lui dirais d'essayer. Parce que si on n'essaye pas, qu'on reste derrière son écran, on ne peut pas évoluer. D'être bien entourée, d'être rigoureuse dans ses entraînements, de ne pas louper d'entraînement. Et je lui dirais de ne pas faire attention au regard des autres. Même si on n'est pas forte, il faut se lancer dans la compétition. Tu peux avoir la force, mais si tu n'as pas le mental, ça ne sert à rien du tout. La compétition, c'est aussi beaucoup de mental. Donc pour moi, c'est complémentaire. Il faut aussi bien de la force que du mental en compétition. C'est le moment de retrouver la rubrique L'un et l'autre qui, ce mois-ci, fait un tour au bord des terrains de foot. Et pas seulement pour tenter d'expliquer la règle du hors-jeu. L'un s'appelle Thierry Loret, l'autre s'appelle Mohamed Ketab. L'un est coach dans un club professionnel, l'autre est coach dans un club amateur. Les deux confrontent leur point de vue sur le monde du ballon rond. C'est quoi un bon coach ? Je pense qu'un bon coach, c'est celui qui sait s'adapter à son effectif. À mon goût, c'est
être capable de trouver des systèmes de jeu, de trouver des animations qui vont permettre à tous les joueurs de pouvoir rentrer dans l'équipe. La manière dont on juge un bon coach vu de l'extérieur, c'est sur les résultats. Mais moi qui suis à l'intérieur, c'est aussi instaurer un projet de vie. Et puis après aussi, sur le terrain, être capable de tirer le maximum des qualités de chacun. La difficulté réside surtout dans la gestion des égos en fait. La gestion humaine. Quand tu arrives en fin de semaine et que tu décides que voilà les 11 titulaires, voilà les 7 remplaçants, puis voilà ceux qui vont aller en équipe réserve ou qui vont s'asseoir dans la tribune. Au niveau amateur, je pense que c'est un peu plus compliqué parce que tu ne peux pas laisser un gars 5, 6, 7 matchs sur le banc ou dans la tribune, c'est pas possible. Il finit sa journée de travail, il vient s'entraîner, il ne joue pas, c'est très frustrant. On peut coacher une équipe pro et une équipe amateur de la même façon. Je pense que d'une manière générale, oui, on peut. Je pense que quand on veut être entraîneur professionnel, il faut avoir un passé de joueur. Si vous ne l'avez pas, à un moment donné, les joueurs vont vous le faire ressentir. Quand je dis vont vous le faire ressentir, ils ne vont pas vous le dire en face. Mais si à un moment donné, vous êtes en difficulté, il n'y aura pas cette adhésion complète au projet que vous voulez mettre en place, quoi. C'est quoi ton pire souvenir de coach? C'est d'avoir travaillé avec un adjoint qui n'était pas vraiment mon adjoint en fait. Il était là pour apprendre et à la fin, il voulait plus prendre qu'apprendre. Moi, c'est plutôt une descente. Tu as l'impression d'avoir fait tout ce qu'il fallait pour que l'équipe se maintienne, mais quand ça te tombe sur la tête à la dernière journée, tu te retrouves un peu seul, quoi. Voilà. Parce que en fait, tous les regards se tournent vers toi. Et quand tu vois que tout le monde plus ou moins te regarde, tu te dis, bon, a priori, le coupable, c'est moi. Voilà, oui, c'est plus facile de trouver un coupable que 18 coupables. Qu'est-ce qui va tuer le foot? L'argent ou les évolutions technologiques? Alors, les évolutions technologiques, j'étais pas fondamentalement pour. Je trouvais que les arbitres faisaient des erreurs avant, mais je comprenais parce qu'ils n'avaient pas d'aide. Et aujourd'hui, au niveau professionnel, même avec l'aide de caméras, de ralentis, il y a encore d'autres erreurs. Après, pour ce qui est de l'argent, c'est un peu la course à l'armement, quoi, hein. Donc, l'argent, je pense pas que ce soit quelque chose qui puisse tuer, à condition que ce soit bien utilisé. Pour moi, c'est plutôt pas tuer, mais c'est l'argent qui peut dénaturer un petit peu le foot. Et j'en reviens un petit peu au football de base. Avant tout, le foot, c'est un jeu, quoi. C'est loin des valeurs, quoi. Les évolutions technologiques, moi, je pensais que ça allait rétablir une certaine justice au niveau du jeu. Mais là, quand je vois les dernières décisions avec consultation de la vidéo, malgré la vidéo, il y a quand même des interprétations différentes. Le coach, c'est vraiment toujours celui qui a le dernier mot. La plupart du temps, oui. Et quelquefois, ça fait partie un petit peu de mon management. Quelquefois, je sollicite des joueurs. Ou eux-mêmes viennent me voir et me disent « Écoute, tu devrais plutôt faire jouer un tel en 6 plutôt que l'autre. » Je vais accéder à leur demande pour qu'eux se donnent 10 fois plus et se déchirent pour montrer qu'ils avaient raison. Il faut trouver le juste milieu. Quelquefois, j'ai envie d'être vraiment proche d'eux parce qu'on est là pour vivre quelque chose ensemble. Tout à fait. Mais comme je dois choisir les 14 du dimanche, il faut avoir un peu de recul aussi. Les clubs amateurs qui éliminent les clubs professionnels, c'est dû à quoi? La différence entre une équipe de Ligue 1 bis et une équipe de National ou de National 2, c'est assez mince. Et donc, pour peu que vous n'ayez pas la réussite et pour peu que les autres en veuillent peut-être un peu plus que vous, vous êtes en danger. Le slogan de la Coupe de France cette année, c'était la coupe de tous les possibles. Ouais. On a réussi à éliminer 2 équipes hiérarchiquement supérieures. Tout à fait. Par magie. J'ai vu des joueurs surmotivés déjà les semaines précédentes. Et nous, on s'est dit, on n'a rien à perdre. On a gagné 1-0. On a eu le tirage Saint-Étienne. C'était bien. C'était magnifique. C'était parfait. C'est mon plus beau souvenir du football. Bien sûr. T'en as pas marre du ballon rond au bout d'un moment? Moi, personnellement, non. Je ne peux pas vivre sans ballon. Et malheureusement, ma femme me le fait remarquer de temps en temps. Elle a passé le plus clair de son temps à éduquer nos enfants. Et moi, j'étais pas forcément toujours là. Ça a été des moments parfois difficiles pour eux à traverser. Tout à l'heure, je parlais du fait de tu te fais virer d'un club. C'est jamais évident à vivre pour toi, oui, mais surtout aussi pour tes proches. Moi, j'en ai jamais marre du ballon rond. Pendant le week-end, il m'arrive de regarder 3-4 matchs, plus le mien. J'essaie d'emmener ma femme de temps en temps avec moi, comme ça, on est ensemble. À force de m'avoir suivi, je dirais, autour de différents stades, ça fait partie de la famille, le ballon rond. Comme tous les mois, c'est l'heure de retrouver l'intrépide Siegfried et son fidèle compagnon Ixion, toujours en quête de vérité. Voici les mystères de l'Est. Mon nom est Siegfried. Je suis néo-historien. J'analyse les faits historiques à la recherche de la vérité. Tout ce que je vais vous dire est établi.
écrits et vérifiés. Mais certains détails sont oubliés, ignorés ou volontairement dissimulés. Ensemble, nous allons explorer les lieux les plus énigmatiques et lever le voile sur les mystères de l'Est. Vous avez tous déjà entendu ces rumeurs effrayantes ou ces anecdotes bizarres qui seraient arrivées à l'ami d'un ami et qui finissent souvent mal. Elles sont les héritières des mythes populaires et naissent généralement des histoires qu'on se raconte la nuit, en soirée pyjama ou au camping. Elles mettent en scène notre quotidien et tous ceux qui les racontent veulent toujours nous faire croire qu'il s'agit d'histoires vraies. On pourrait penser qu'il n'y a rien d'inquiétant, mais aujourd'hui, et à l'ère des réseaux sociaux, ces légendes urbaines se partagent avec une grande viralité. Et comme les fake news, elles peuvent se montrer dangereuses. Ah, c'est bien que t'enlèves les lunettes. Pourquoi c'est bien que j'enlève les Parce lunettes? qu'il y avait des reflets, c'était chiant. Pourquoi tu me le dis pas simplement? Bon, parce que je me suis dit à un moment, je vais te demander de les ôter. Et puis, Mais non, mais c'est le voilà. principe d'avoir des lunettes sur un épisode. Ouais, mais plutôt non alors. Et par contre, j'ai pas trop bien compris, c'est quoi exactement une légende urbaine pour toi? Par exemple, tu vois les kidnappeurs d'enfants Ouais. à la sortie de l'école, là, ceux Ouais. qui te proposent des bonbons. Mhm. Eh ben, on dit que tous les kidnappeurs d'enfants ont une camionnette blanche. Ah, d'accord. Ouais, ça, c'est une légende urbaine, par exemple. Qu'est-ce que je disais, moi? Oui, on raconte que les calamars frits servis à la cantine seraient en réalité faits à partir d'anus de cochon. Quoi? Ah, mais c'est dégueulasse! Ouais. Et ça, c'est pas les pires histoires. Attends, mais même au resto, c'est ça? Parce que moi, je pense souvent des calamars frits. Première légende urbaine, le Momo Challenge. Ce phénomène terrible est ultra récent puisqu'il a vu le jour en 2018. Une créature au visage émacié et aux yeux exorbités qui se fait appeler Momo serait rentrée en contact avec des adolescents via l'application WhatsApp. Ah, je connais WhatsApp. C'est super pratique en fait, vu que j'ai une partie de ma famille dans le Périgord. Ouais. Et du coup, en fait, on a un groupe commun avec tout le monde. Et il y a Ah ouais. une petite ferme. On en fait, tourne tu vois, ensuite, là. Ouais. Après quelques échanges mystérieux, Momo vous incite à réaliser des défis sous la contrainte et vous menace d'horribles représailles si ces défis n'étaient pas validés. Très vite, on entend que des dizaines d'adolescents se seraient suicidés en se filmant lors de leurs derniers instants. Oh putain, c'est glauque! Ouais, pour les parents, les familles, c'est la psychose. Et alors? Parce que WhatsApp, tout ça, c'est planétaire. Eh ben, on n'a jamais retrouvé qui se cache derrière cette mystérieuse créature. Et finalement, les autorités ont annoncé qu'aucun adolescent ne se serait suicidé à cause du Momo Challenge. Ah, donc en fait, c'est double légende urbaine, quoi. Mais avant WhatsApp, il existait déjà d'autres moyens pour les légendes urbaines de circuler grâce aux nouvelles technologies. En 2001, nous avons tous reçu cet email nous prévenant que des seringues infectées par le virus du sida auraient été placées dans des sièges de salles de cinéma. Attends, mais quel mail il parle? Cet email disait qu'un spectateur aurait senti une piqûre au moment de s'asseoir et qu'en inspectant son siège, il aurait trouvé une seringue ainsi qu'un petit mot sur lequel il est écrit « Vous venez d'être infecté par le VIH ». Bah non, mais c'est sérieux ce truc là? Mais oui, mais t'as pas reçu le mail ou quoi? Ah, mais en fait, je pense qu'à l'époque, ma mère voulait pas qu'on ait internet à la maison. Ok, d'accord. Dans le monde entier, la police a lancé des enquêtes. Et alors, c'était vrai ou pas? Non, mais c'est une légende urbaine complètement fausse. Un gros canular de mauvais goût, un hoax, tu vois, qui surfait juste sur la peur du sida et le manque d'informations. C'est un peu l'ancêtre des fake news d'aujourd'hui, tu vois. Ah, d'accord. Et par contre, j'y pense là, aussi une grosse légende urbaine, là, le nuage de Tchernobyl, là, tu sais, qui est resté bloqué à la frontière. Ouais, 86, tout ça. C'est ça, ouais. Ouais, c'est un anticyclone qui l'aurait arrêté. Bah voilà. Alors ça, c'est pas vraiment une légende urbaine, hein. C'est plutôt un bon gros mensonge d'État. Ah ouais, genre les francs-maçons, tout ça, quoi. Ouais, Par contre, petite question, ça sert à quoi tous les trucs derrière, là? ça tu verras. C'est pour l'ambiance mystère. Hein? Ça fait plutôt porno chelou, là, non? Mais non, c'est pas porno, c'est coincé. Mais avant Internet et les réseaux sociaux, il existait déjà des légendes urbaines qu'on se racontait de génération en génération, dans le monde entier et dans le Grand Est. Mais finalement, la reine des légendes urbaines est l'histoire de la Dame Blanche. Tu vas voir si c'est drôle. Depuis les premières automobiles, tous les témoignages décrivent la Dame Blanche de la même façon. Une jeune femme au regard mélancolique qui semble attendre... Attends, mais ils font quoi là? Non, mais ils sont dans le cadre, là.
Oh là là. Attends, ne coupe pas, je leur dire de bouger. Bah ouais, super. Eh, bonjour. Excusez-moi, en fait, on fait un... C'est quoi? Ah, attends, en fait, on fait un film... Non mais attendez, laissez-le là. Oh, Siegfried, Siegfried. Non, mais vous êtes qui là? Mais non mais oh, Siegfried, Siegfried. Non, Siegfried. C'est l'heure de donner la parole à notre invité du mois avec un constat invraisemblable. Il y a de plus en plus de patients aux urgences et de moins en moins de médecins. En effet, depuis quelques années, les conditions d'accueil dans les hôpitaux semblent se dégrader indéniablement sans que personne ne veuille y remédier. On en parle avec le professeur Christian Maresco. Professeur Maresco, bonjour. Bonjour. Installe-toi, je t'en prie. Merci. Infirmiers, médecins à bout de nerfs, patients violents. On sent une vague de ras-le-bol dans l'hôpital. La faute à qui? La faute à la façon dont l'hôpital est géré actuellement. Le patient n'est pas au centre des préoccupations de l'hôpital public. C'est le budget, l'équilibre du budget, et de façon très délirante pour moi, parce que si on regarde la réalité des chiffres, on n'a jamais autant dépensé que depuis qu'on fait des économies ou qu'on prétend en faire. Et c'est ces fausses économies qui font qu'on manque de médecins, on manque d'infirmières, mais en aucun cas, il ne manque de l'argent. Si l'hôpital laisse quelqu'un arriver aux urgences, ne s'en occupe pas, le décourage et le voit partir au bout de quelques heures, il a gagné 180 €, puisqu'en fait, on paye aux urgences en y arrivant. Qu'il y ait ensuite une vraie consultation, une consultation avec des examens ou un départ du patient, la somme touchée par l'hôpital est la même. Donc l'hôpital a tout intérêt, financièrement, à ce que les gens viennent, s'inscrivent et qu'au bout de 4-5 heures, découragés, ils repartent. Est-ce que tu peux nous parler de l'affaire Naomi Mussanga, justement, sur ce sujet? Ce que tout le monde a entendu, ce que tout le monde a cru entendre, c'est qu'on ne s'était pas occupé de Naomi Mussanga, faute d'argent. En fait, l'IGAS, qui est l'équivalent pour la médecine des bœufs carottes pour la police, a testé le fonctionnement des appels faits par la population au SAMU pendant 1 heure. 80 appels passés, 26 ont été décrochés. Sur les 26 décrochés, 11 ont été traités par des médecins. 15 ont été traités par les standardistes. Et sur les 15 appels traités par les standardistes, 3 erreurs où il y avait une situation grave et il n'y a pas eu de réaction. Et puis il y a eu 13 cas où, comme les standardistes ne pouvaient pas joindre les médecins, ils ont envoyé d'eux-mêmes les moyens de secours médicaux motorisés, les ambulances. Un déplacement d'ambulance, c'est 1000, 1500, 2000 €. Ce que dit l'IGAS, c'est que les 13 cas où il y a eu cet envoi réflexe, aucun ne méritait d'être pris en urgence. On a gâché 13 fois le coût de l'envoi de l'ambulance, c'est-à-dire à la louche, au minimum 26 000 €. Donc un hôpital qui peut gâcher 26 000 € et qui dit qu'on est obligé de gâcher ces 26 000 € parce qu'on n'a pas l'argent pour payer un médecin, pour moi on tourne en rond. C'est le salaire au minimum, en tenant compte des charges, etc., de 2 voire 3 médecins à temps plein au SAMU. On manque d'argent parce qu'on fonctionne de cette façon. Ça n'est pas la même chose. On jette l'argent par les fenêtres. Alors on entend beaucoup cette grande phrase « le système hospitalier est à bout de souffle ». Comment lui donner une nouvelle vie? C'est d'avoir en premier lieu en tête l'objectif. Si personne ne peut dire quel est l'objectif de l'hôpital public, est-ce que c'est de faire des économies? Est-ce que c'est d'être rentable? Est-ce que c'est... On ne sait pas. Donc si l'objectif de l'hôpital public redevient on doit garantir à l'ensemble de la population des soins d'excellence, y compris dans les maladies banales, et à partir de là, adaptons les moyens aux objectifs, et les objectifs doivent bien entendu être adaptés aux besoins de la population. Est-ce que la manière de faire de la médecine a changé? Oui. Il n'y a pas plus d'intelligence médicale qu'il y a 50 ans. Il y a plus de connaissances, et il y a la possibilité d'avoir des moyens permettant d'avancer beaucoup plus vite. Mais tu arrives à l'hôpital, on te fait 22 examens. Si on n'a pas posé de questions, on n'a pas de réponse. Donc si tu ne poses pas de questions et que tu raisonnes par bilan, par screening, par checklist, tu as des tonnes d'examens, de résultats qui s'accumulent et que personne ne lit parce qu'ils ne répondent pas à une question.
J'ai vu mes internes passer la visite assis sur une chaise à roulettes qui faisait avancer en poussant l'ordinateur posé lui aussi sur une tablette à roulettes devant eux et ne pas rentrer dans la chambre du malade. C'est ce côté qui s'est maintenant instauré plutôt que le contact direct en face à face, après s'être serré la main, être capable de plaisanter, d'écouter. Et la comparaison que je donnais aux internes, c'est moi j'ai l'impression que vous êtes des amateurs de cinéma qui vont juste lire les critiques et pas avoir envie d'aller voir le film. Alors on pose la même question à chaque invité, à chaque interview. Si tu pouvais changer quelque chose dans la société, qu'est-ce que ce serait ? Ce que j'aimerais changer, ce que j'aimerais voir disparaître, c'est le mépris de classe, le mépris social qui fait que quand tu as réussi, tu regardes les gens qui rament comme des sous-merdes. Eh bien, merci, professeur Christian Maresco. Merci d'avoir été sur notre plateau et d'avoir répondu à toutes nos questions. Vous le savez maintenant, la dernière rubrique de l'émission, c'est Point de suspension. Et profitez-en, parce que c'est l'avant-dernier épisode de la série. La suite, c'est pour septembre. C'est parti. Un rabbin, un maître bouddhiste et un imam. Ça pourrait être le début d'une blague, sauf que non. Et puis le dernier n'est pas imam. Enfin, on a réuni des représentants de 3 religions non chrétiennes, et donc plus méconnues, pour faire un tour d'horizon de sujets de société d'aujourd'hui et vérifier si on est vraiment en pleine crise de foi. L'éducation, c'est de la transmission. En ce qui nous concerne dans le bouddhisme, cette façon de transmettre les choses de cœur à cœur. Il y a un aspect théorique important à connaître, mais il y a aussi l'exemple et l'accompagnement. Je veux adopter une religion, il faut absolument que je vois comment les gens la pratiquent de la meilleure façon. Il vaut mieux apprendre à pêcher à quelqu'un plutôt que de lui donner du poisson tous les jours. On est vraiment dans cette méthode ou cette façon d'éduquer et d'enseigner. L'émergence d'Internet, des réseaux sociaux, des moyens de communication font qu'on échange plus facilement, qu'on est plus proche de l'information, mais aussi de la désinformation. On le sait, c'est aussi le problème. L'école, c'est pour apprendre les connaissances, cumuler les connaissances. Mais la religion, elle donne le sens de la vie. À l'école, on peut apprendre beaucoup de choses, mais on apprend surtout à faire travailler une partie de notre cerveau. La partie, on va dire, rationnelle, intellectuelle. On a chacun un moment de sa vie qu'on passe sur cette terre-là. Est-ce qu'on va le traverser en faisant du mal à autrui et est-ce qu'on va le traverser en aidant autrui ? Donc je crois que c'est peut-être aussi cela que nous apprend la religion, c'est à savoir poser les bonnes questions. On est dans une société aujourd'hui où je pense qu'on veut des réponses à toutes les questions et on a parfois du mal à apprendre à ne pas toujours recevoir la réponse ou à ne pas toujours être capable d'intégrer la réponse. C'est la cellule de base. C'est elle qui est le réceptacle du nouveau arrivant. Les grands principes de l'éthique bouddhiste sont des principes, on va dire, universels. Comme par exemple, ne produis pas de mauvaises choses. C'est un des grands principes de toute religion. Et c'est ce qu'on apprend à nos enfants quand ils sont tout petits. Je ne sais pas s'il y a une famille idéale, qu'on a un devoir bien sûr d'être les maillons d'une chaîne. Être les maillons d'une chaîne, ça veut dire ne pas être les derniers maillons de cette chaîne, mais être des passeurs. Recevoir cette bénédiction au travers des enfants, il faut savoir l'accepter. Si la famille est défaillante au départ, donc d'emblée, on crée déjà un problème pour la société. On ne crée pas un élément favorable à la société. On ne décide pas d'avoir un enfant comme ça, parce que c'est le plaisir. Non, un enfant, c'est un projet. Être juif, c'est être juif 24 heures sur 24. C'est être juif même lorsqu'on dort. Et donc forcément, le fait, à l'intérieur d'une même famille, de faire cohabiter donc, plusieurs religions qui ne partagent pas cette manière de vivre, forcément pose des difficultés. Il n'y a aucune raison pour que plusieurs religions ne cohabitent pas. Après, ça dépend des personnes. Toutes les religions sont à l'épreuve maintenant. Comment vont-ils gérer la différence au sein même de la famille ? Dans les familles musulmanes actuellement, en Europe par exemple, c'est très fréquent d'avoir un beau-frère, un petit-fils qui n'est pas musulman. L'être humain s'agite, donc
il veut convaincre les autres, il veut imposer ses idées aux autres. Si je me retranche dans ma religion en me disant, voilà, tout est mes créances, on ne s'en sortira pas. Parce que le catholique, le juif, le protestant dira la même chose. Alors Sab, c'est bientôt les vacances, tu pars où? Vous partez où déjà? Ah, nous, c'est le sud, la plage, le soleil, tout ça. Mais c'est fou, moi aussi je vais dans le sud. Ah ouais? Vous allez où précisément? Vers Sanary, là-bas, dans le coin. C'est dingue, moi aussi. Ah ouais? Vous partez début août? Ouais, certainement, Vous ouais. partez en voiture? Ouais. Mais mec, on va covoiturer. Oh, c'est génial, tu verras, Ah. je sais mettre l'ambiance en voiture. Ah ouais. J'ai une mixtape de Lara Fabian. Oh, oui. Ça va mettre le feu. Par contre, on s'arrêtera à l'aire de Montélimar. Hein. Je dois chercher du nougat pour m'aimer. C'est obligé, c'est une tradition.